Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Faisons un petit rappel sur la problématique des bases privilégiées. Donc au niveau formalisme, on a un espace de Hilbert H avec une base psi i d'état, et de telles bases, il y en a une infinité possible. Comme pour tout espace vectoriel, l'espace de Hilbert lui-même peut avoir un nombre fini de dimensions ou un nombre infini. Donc les vecteurs de base peuvent être en nombre fini ou infini. Dans tous les cas, il y a une infinité de possibilités. D'un point de vue purement mathématique, toutes ces bases sont strictement équivalentes. Peu importe, un vecteur d'état psi donné peut être décomposé sur les vecteurs de base, quelle que soit la base choisie. L'équation d'évolution, l'équation de Schrödinger, étant linéaire, elle préserve les superpositions des états et donc la décomposition de l'état de base sur les états de base. Et donc, là aussi, peu importe la base choisie, on a un résultat identique. Par contre, pour des systèmes complexes, on constate l'existence de bases privilégiées. Ainsi, pour le macroscopique, la base privilégiée est normalement la base position. Les objets ont des positions précises. Les appareils de mesure ont des positions précises. L'aiguille d'affichage sur le cadran a une position bien définie. Nous avons une position bien définie. C'est le cas aussi des livres, des tables. Tous les objets macroscopiques ont des positions bien définies. Au niveau microscopique, il peut y avoir différentes variantes, mais c'est souvent la base énergie qui est privilégiée. On avait vu, on en avait discuté, et c'est essentiellement d'ailleurs une question de différence d'énergie entre différents états. Plus cette énergie est grande, et si elle est plus grande que l'énergie disponible, par exemple par l'agitation thermique, les états ont tendance à rester dans un état d'énergie minimale. Ainsi, les états des électrons autour d'un atome sont dans des états d'énergie définis. Et on a le domaine intermédiaire, le domaine mésoscopique, entre le micro et le macro. C'est le domaine, par exemple, des molécules. Et là, ça varie. Ça peut être l'une ou l'autre base, ou des cas mixtes. Par exemple, les grosses molécules organiques ont presque toujours différents isomères, c'est-à-dire des conformations différentes de la molécule, typiquement l'équivalent de leur image dans un miroir. Ces molécules ont des asymétries, et donc la forme main gauche est différente de la forme main droite et ne peut se superposer. Et ces isomères sont stables, et donc la base privilégiée est la base isomérique, qui, grosso modo, revient à la base position, puisque l'isomère est une conformation spatiale. Les petites molécules peuvent tous avoir des isomères, mais là, généralement, la base privilégiée est la base énergie. Prenons par exemple la molécule de diméthyl 1,2 benzène. Elle est composée d'un anneau de 6 carbones avec 2 liaisons CH3. On peut avoir, on est déjà dessiné, on peut avoir une situation différente des doubles liaisons, puisque dans l'anneau de 6 carbones, lié à un hydrogène, chaque atome carbone a 4 liaisons, donc pour les liaisons aux 2 autres carbones, il y a 3 liaisons disponibles, et donc les électrons peuvent se lier comme ceci, ou comme ceci. Auquel cas, pour ces deux situations, la liaison entre les deux méthyls peut être une double liaison ou une simple liaison. On pourrait donc s'attendre à 2 sortes d'isomères, 2 sortes de molécules qui auraient des propriétés chimiques différentes. Ce n'est pas du tout ce qui est observé.
Ce qui se passe, c'est que les électrons sont en fait répartis. Donc ceux des doubles liaisons, les électrons supplémentaires, sont répartis tout autour de la molécule de benzène. On dit qu'ils sont délocalisés. En réalité, cet état correspond typiquement à la somme des deux états précédents. On a un système à deux états, avec possibilité du système de basculer d'un état à l'autre, et la somme des deux états correspond à un état d'énergie plus faible. C'est comme nous avions vu pour la molécule d'ammoniac, par exemple. Un dernier cas intéressant, c'est la charge électrique, qui peut être, dont la base privilégiée sont les états de charge électrique définis. Considérons maintenant un appareil de mesure qui est conçu pour un certain observable O. À chaque position de l'aiguille de l'appareil correspond une valeur propre de l'observable. On a toujours des valeurs définies pour la position des aiguilles. Et donc, les valeurs propres en question sont bien définies et ça correspond ainsi à des états propres qui forment une base privilégiée à partir de cet observable. Par exemple, si je mesure la position d'un objet, je veux mesurer les états, position par exemple x1 et x2, auxquels vont correspondre deux positions de l'aiguille. Et, pas de problème, ça fonctionne. Si l'objet... Alors, on peut dire, je vais utiliser une autre base, la base x1 plus x2, x1 moins x2, auquel correspondrait un autre observable, disons O'. L'aiguille se positionne là pour cet état-là, là pour cet état-là. Si je veux alors mesurer la position d'une particule, elle peut très bien, une particule, être dans un état superposé de position, et ça fonctionne. Mais si l'objet que je mesure est trop gros, à ce moment-là, ça ne marche pas. L'aiguille ne se stabilise pas. On ne peut observer que cet état-là, car seul O donne une base privilégiée. Notons que la base position n'est pas toujours la base privilégiée, même à l'échelle macroscopique. Par exemple, pour les condensats de Bose-Einstein, dans l'état de condensation, tous les atomes se mettent dans le même état quantique et sont complètement délocalisés. Cela se traduit par un aspect laiteux du gaz, ce qu'on appelle l'opalescence critique. Et donc, dans ce cas-là, la base privilégiée n'est pas la base position, c'est plutôt la base énergie, même pour un objet, le condensat, qui tient dans un petit flacon, mais quand même de taille macroscopique. Et donc, on ne peut pas considérer la base position comme étant absolue, même à l'échelle macroscopique. On sait juste qu'on a des bases privilégiées, ça peut varier. Le raisonnement ici avec les positions pour un objet macroscopique montre qu'un observable O, ça marche pour la base privilégiée, mais pas O'. Est-ce que donc, il existe des observables privilégiés? On dit parfois dans l'interprétation, on dit avec l'interprétation Koppmana que les appareils sont prévus pour mesurer certains observables. On ne précise pas lesquels, on ne précise pas si certains seraient privilégiés ou pas. On ne peut pas mesurer O', mais on peut mesurer O. Donc certains observables seraient privilégiés. En fait, donc, on peut parfaitement concevoir un appareil capable de mesurer O'. Je l'ai dit, pour une particule seule, qui peut être dans un état superposé, l'appareil fonctionnerait très bien. Donc on peut parfaitement concevoir un appareil pour un observable donné, quel qu'il soit. Mais ce n'est pas toujours utile. Prenons un exemple. C'est le sucre.
comme le glucose, peut avoir deux isomères, gauche et droit. On dit aussi L et D, lévogir, dextrogir. Si on place une solution sucrée de glucose dans un flacon, disons une solution de sucre gauche, G, et qu'on envoie un rayon lumineux à travers, qui est polarisé, linéairement. À ce moment-là, on constate que la polarisation du rayon lumineux tourne, donc la polarisation linéaire pivote en traversant le milieu, ce qu'on peut vérifier avec un filtre polarisant, en traversant le sucre, et plus il en traverse, et plus il pivote. On peut donc vérifier à quel isomère on a. D'ailleurs, c'est de là que viennent les noms. L, lévogir tourne à gauche, D, dextrogir tourne à droite. Supposons qu'on a un mélange de glucose gauche et droit. On sépare les molécules pour les mettre dans deux flacons séparés. Les gauches dans un flacon, les droits dans un autre. Par une méthode quelconque. D'ailleurs, notons que ce n'est pas facile. Les propriétés chimiques sont souvent semblables, sont tout à fait identiques. C'est très difficile de séparer les isomères. C'est un problème d'ailleurs en pharmacologie. Quand on fabrique des molécules, il y a plusieurs isomères et souvent un seul est utile. Parce que la vie est composée de grosses molécules organiques avec des isomères et les interactions en dépendent. Et donc souvent seule une des molécules est active. L'autre non, ce qui est une perte. Pire, parfois, l'autre molécule peut même être toxique, ce qui peut être alors problématique. Et produire un seul isomère est souvent difficile. Mais il existe des méthodes, soit, supposons qu'on le fait, on sépare, on met les glucoses gauches dans un flacon, les droits dans un autre. On attend 1 heure, ou 2, et puis on refait la mesure. Pas de surprise, dans le flacon de molécules gauches, on retrouve des molécules gauches, dans le flacon des molécules droites, on retrouve les molécules droites. Tout est OK. Supposons maintenant que j'utilise une base, X, égale gauche plus droit, et Y égale gauche moins droit. En fait, techniquement, ça correspond à des polarisations circulaires. Et on pourrait aussi mesurer l'effet sur la polarisation circulaire. C'est un peu plus compliqué, il faut mesurer la phase, mais ça peut se faire. Donc, on pourrait prévoir un observable correspondant à molécule circulaire gauche, molécule circulaire droite. On les sépare, on les met dans 2 flacons séparés, on attend 1 heure ou 2, on reprend le flacon des circulaires gauche, on effectue la mesure, et la grosse surprise, on retrouve un mélange de circulaire gauche et de circulaire droit. Ce n'est plus séparé, ça c'est les formes circulaires droites sont réapparues. En fait, quelques millisecondes sont suffisantes, même moins. Et donc, il y a fort à parier qu'on n'arriverait même pas à les séparer. On n'arriverait même pas à mettre les circulaires gauche dans un flacon qu'on pourrait vérifier en utilisant une polarisation circulaire, parce que tout de suite, ça conduirait à un mélange. Tellement ça va vite. Et c'est ce qui fait que, bien souvent, on ne sait pas mesurer des propriétés qui ne sont pas des bases privilégiées, parce que ça va trop vite. Donc, ce qui caractérise les bases privilégiées, ce n'est pas l'existence d'observables privilégiés, bien qu'il y en ait qui soient associés, des observables associés à une base privilégiée. Ce n'est pas les valeurs définies, le fait d'obtenir des résultats définis, c'est plutôt la stabilité. Dans la base privilégiée, les états sont stables. Dans la base non privilégiée, ils sont instables. Très instables. C'est le cas à notre échelle de la base position.
si je place mon marqueur à un endroit là, je ferme les yeux, je rouvre les yeux, je regarde, il est toujours là. Sauf si bien sûr un farceur est venu me le piquer. Et c'est ce genre de choses, de stabilité, qui permet l'élaboration de concepts classiques tels que la trajectoire d'un objet. Pour que la trajectoire ait un sens, il faut que la position soit stable. Il ne faut pas que brusquement l'objet se retrouve ailleurs. Pour ce qui est des observables, on peut tout mesurer, ou presque. On peut, à peu de choses près, on peut concevoir des systèmes de mesure pour à peu près n'importe quel observable. Surtout au niveau microscopique, on atteint des technologies extraordinaires. Maintenant, on peut tout mesurer. Mais, quand il y a des propriétés comme ça qui sont évanescentes, ou très évanescentes, c'est inutile. Et donc, les bases privilégiées concernent la stabilité de certaines bases, et c'est lié à la dynamique. On le sait, on l'a vu, c'est la décohérence quantique. C'est lié aux interactions entre le système, l'appareil de mesure et l'environnement. Ou un système et l'environnement. La base privilégiée est sélectionnée par les interactions avec l'environnement. C'est un phénomène purement dynamique. Voilà pour ce rappel en profondeur avec quelques aspects importants, notamment sur le fait que c'est lié à la stabilité et à la dynamique. Et dans la prochaine vidéo, nous redonnerons un mot de décomposition biorthogonale, parce qu'elles sont parfois utilisées dans les interprétations, et nous parlerons de l'attitude que nous devons avoir pour la décohérence au niveau des interprétations. Je vous remercie.